15. Ce matin, les médias ont dit 15. 15 soldats tués. Et beaucoup de gens ont entendu ce chiffre, ont hoché la tête et sont passés à autre chose. Parce que c'est facile de passer à autre chose quand on n'a pas de visage à mettre derrière un chiffre. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Aujourd'hui, on va s'arrêter. On va regarder ces 15 vies en face. Parce que ces hommes méritent mieux qu'un chiffre prononcé rapidement entre deux informations. Derrière ce 15, il y a 15 maisons. 15 portes que quelqu'un n'ouvrira plus jamais. 15 tables où ce soir, il manque une chaise. 15 femmes qui ont attendu un appel qui n'est jamais venu. 15 mères qui ont appris la nouvelle et dont le monde s'est effondré en quelques secondes. Vous imaginez ce moment ? Ce moment précis où on frappe à votre porte, où vous voyez des visages graves devant vous et où vous comprenez, avant même qu'on ouvre la bouche, que votre vie ne sera plus jamais la même. Ce moment-là existe. Il a existé 15 fois ce 4 mars 2026. 15 fois. Pensez à ce père de famille. Il avait peut-être 2, 3 enfants. Le matin de son dernier départ, il les a serrés fort dans ses bras. Il a senti leur odeur. Il a regardé leur petit visage. Et il leur a peut-être dit, avec ce sourire rassurant que les pères savent faire, « Ne vous inquiétez pas, papa revient bientôt. » Ces enfants-là, aujourd'hui, ils attendent toujours. Ils iront à l'école demain matin. Ils verront d'autres papas venir les chercher à la sortie. Et eux, ils comprendront peu à peu, avec cette cruauté silencieuse que la vie impose parfois aux innocents, que leur père ne viendra plus jamais. Jamais. Ce mot-là, quand on est enfant et qu'on l'applique à son propre père, il est impossible à porter. Pensez à cette épouse. Elle avait peut-être préparé un repas pour le soir. Elle regardait l'heure. Elle attendait un message, un appel, un signe de vie. Et au lieu de ça, elle a reçu la nouvelle la plus dévastatrice qu'une femme puisse recevoir. Son homme ne rentrera plus. À partir de ce moment, elle doit tout porter seule. Les enfants, la maison, les factures, les questions sans réponse, les regards de pitié des voisins. Elle doit être forte alors qu'elle s'effondre à l'intérieur. Elle doit essuyer les larmes de ses enfants alors que les siennes ne s'arrêtent pas. Cette femme existe. Elle est réelle. Et en ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, elle vit l'enfer. Pensez à cette mère. Cette femme qui a porté son fils pendant 9 mois, qui l'a tenu dans ses bras le jour de sa naissance, qui l'a vu grandir, tomber, se relever, rire, pleurer, devenir un homme, qui a peut-être pleuré de fierté le jour où il a mis l'uniforme pour la première fois, parce que son fils servait son pays, parce que son fils était debout, digne, utile. Et aujourd'hui, cette fierté a un prix qu'aucune mère ne devrait jamais payer. Son fils est tombé dans une forêt du nord du Bénin. Et elle doit maintenant apprendre à vivre avec ce vide que rien, absolument rien, ne pourra jamais remplir. Ces soldats ne sont pas des héros abstraits sortis d'un film. Ce sont des Béninois ordinaires qui ont fait un choix extraordinaire. Ils auraient pu rester chez eux. Ils auraient pu choisir une vie plus tranquille, plus sûre. Mais ils ont choisi de servir. Ils ont mis leur corps entre le danger et leurs concitoyens. Et c'est ce choix courageux qui les a conduits jusqu'à cette embuscade mortelle de Karimama. Alors quand vous entendez le chiffre 15, ne le laissez pas glisser. Arrêtez-vous. Pensez à 15 pères Dieu qui ne verront plus le soleil se lever. Pensez à 15 voix qui se sont tues pour toujours.
Pensez à 15 familles qui doivent maintenant apprendre à vivre avec une absence insupportable. Le Bénin leur doit au moins ça. Ne pas les oublier. Le nord du Bénin de Patrice Talon n'est plus sûr. Et ce 4 mars 2026, cette réalité a frappé le pays avec une brutalité qui coupe le souffle. Une date, un chiffre, 15. 15 soldats béninois tués à Karimama. 15 hommes qui s'étaient levés ce matin-là comme vous et moi, qui avaient peut-être bu leur thé, regardé le ciel, pensé à leurs enfants, et qui ne sont jamais rentrés. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous une seconde. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes dans ce village du Nord. Il fait chaud. La nuit tombe doucement sur la brousse. Et soudain, des coups de feu, des explosions, des cris. En quelques minutes, tout bascule. Des hommes tombent. Des hommes qui portaient l'uniforme de la République du Bénin. Des hommes qui avaient juré de protéger ce pays jusqu'à leur dernier souffle. Et ce soir-là, ce serment leur a coûté la vie. Karimama. Ce nom, beaucoup de Béninois ne le connaissaient pas il y a encore quelques mois. C'est une zone lointaine, là-haut au nord, proche des frontières avec le Niger et le Burkina Faso. Une zone que beaucoup considéraient comme paisible, rurale, presque oubliée. Mais aujourd'hui, ce nom résonne comme une blessure ouverte dans la conscience nationale. Karimama est devenu le symbole d'une guerre que le Bénin n'a pas choisie, mais qu'il est bien obligé de mener. Et cette guerre, elle a un visage. Pas celui des grandes armées en uniforme avec des drapeaux et des généraux qui font des discours. Non. Cette guerre a le visage de silhouettes qui surgissent de la forêt, qui frappent vite, très vite, et qui disparaissent avant même que les secours n'arrivent. Ce sont des terroristes. Des hommes sans foi ni loi, comme on dit chez nous. Des hommes qui ne respectent ni la vie humaine, ni les frontières, ni aucune règle. Et ce 4 mars, ils ont frappé encore. Plus fort que jamais. 15 soldats tués. Et 4 autres blessés, dont le pronostic vital est engagé à l'heure où je vous parle. Ce qui signifie, en langage simple, que ces 4 hommes sont entre la vie et la mort. Leurs familles attendent. Leurs femmes attendent. Leurs enfants attendent. Dans l'angoisse totale, sans savoir si demain matin, elles recevront une bonne nouvelle ou la pire des nouvelles qu'on puisse recevoir dans une vie. Et ce qui rend cette tragédie encore plus lourde à porter, c'est qu'elle n'est pas tombée du ciel comme un coup de tonnerre inattendu. Non, cette attaque du 4 mars s'inscrit dans une série d'attaques qui se répètent, qui s'enchaînent, qui s'accumulent. En 2 semaines seulement, la zone de Karimama a subi 3 attaques terroristes majeures. 3, avant même d'avoir fini de pleurer les morts d'hier, de nouvelles morts viennent s'ajouter à la liste. C'est comme si le pays n'avait plus le temps de respirer entre 2 deuils. Mais qui sont ces hommes qui sont tombés? Ce sont vos fils, ce sont vos frères, ce sont des jeunes Béninois qui ont choisi un jour de mettre l'uniforme, non pas pour la gloire ou pour l'argent, mais parce qu'ils croyaient en quelque chose. Ils croyaient que leur pays valait la peine d'être défendu. Ils croyaient que leur famille, que leurs voisins, que leurs concitoyens méritaient d'être protégés. Et c'est avec cette conviction chevillée au corps qu'ils sont partis vers le nord, vers Karimama, vers l'inconnu, vers le danger. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et le Bénin entier doit se lever, se regarder dans les yeux et se poser une question fondamentale. Une question que l'on ne peut plus éviter. Une question que l'on ne peut plus repousser à demain. Cette question, la voici. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nos soldats vont-ils tomber seuls, loin de tout, dans des zones que beaucoup d'entre nous seraient incapables de montrer sur une carte? Jusqu'à quand va-t-on compter les morts sans vraiment changer les choses? Le 4 mars 2026 doit être un tournant. Pas seulement une date de deuil, mais le jour où le Bénin a décidé de dire stop. Le jour où ce pays a choisi de regarder la vérité en face, aussi douloureuse soit-elle. Ces 15 soldats ne doivent pas être morts pour rien. 3 attaques. En 2 semaines seulement. 2 semaines. Prenez le temps de mesurer ce que ça veut dire.
Pendant que vous viviez votre vie normale, que vous alliez au marché, que vous déposiez vos enfants à l'école, que vous regardiez la télévision le soir, des hommes armés frappaient encore et encore dans cette zone du nord du Bénin. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. 3 attaques en 14 jours. C'est comme si quelqu'un frappait à votre porte tous les 4 jours pour vous rappeler qu'il est là, qu'il n'a pas peur et qu'il reviendra. C'est ça la réalité de Karimama aujourd'hui. Ce n'est plus une zone de paix troublée occasionnellement par un incident isolé. C'est devenu un territoire de guerre. Un endroit où nos soldats se lèvent chaque matin en sachant que la mort peut surgir à tout moment. De derrière un arbre, de l'autre côté d'une rivière, du fond d'une forêt dense que personne ne connaît mieux que ceux qui s'y cachent pour tuer. Ces terroristes connaissent le terrain. Ils se déplacent la nuit, ils frappent à l'aube, et avant que les secours n'arrivent, ils ont déjà disparu dans la nature comme des fantômes. Et ce qui est particulièrement glaçant dans tout ça, c'est le rythme. Ce rythme de plus en plus rapide des attaques. Parce qu'une chose est certaine, quand les terroristes attaquent 3 fois en 2 semaines sans être véritablement repoussés, ils ne s'arrêtent pas. Ils s'enhardissent. Ils testent les limites. Ils observent les réponses. Ils cherchent les failles. Et chaque attaque qui réussit leur donne plus de confiance, plus d'audace, plus de capacité à frapper encore plus fort la prochaine fois. C'est une logique de guerre que les spécialistes connaissent bien. Et cette logique-là, elle est en train de s'installer au nord du Bénin. Regardez ce qui s'est passé dans les pays voisins. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ces pays ont tous vécu ce moment précis où les attaques sont passées de rares à fréquentes, de fréquentes à quotidiennes. Et avant qu'ils aient pu réagir efficacement, le terrorisme s'était déjà enraciné dans leur territoire comme une plante envahissante qu'on ne peut plus arracher. Le Bénin est en train de vivre ce même moment aujourd'hui. Ce moment charnière où chaque jour qui passe sans réponse forte et coordonnée est un jour gagné par les terroristes. Un jour de plus où ils s'installent. Un jour de plus où ils recrutent. Un jour de plus où ils préparent la prochaine frappe. Et pendant ce temps, nos soldats tiennent. Ils tiennent parce qu'ils ont juré de tenir. Parce que derrière eux, il y a des villages, des familles, des populations civiles qui comptent sur eux comme leur dernier rempart. Ces hommes dorment peu. Ils mangent dans des conditions difficiles. Ils opèrent dans des zones sans réseau téléphonique, sans infrastructure, avec des équipements qui ne sont pas toujours à la hauteur de la menace qu'ils affrontent. Et pourtant, ils restent. Ils font face. Ils se battent avec ce qu'ils ont, là où ils sont, pour que vous et moi puissions dormir tranquilles le soir dans nos maisons. 4 soldats blessés lors de cette dernière attaque sont encore entre la vie et la mort à l'heure où je vous parle. 4 hommes dont le sort est suspendu à des machines dans un hôpital. Leurs familles vivent dans une angoisse que les mots ne peuvent pas décrire. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va remarcher? Est-ce qu'il va pouvoir tenir son enfant dans ses bras à nouveau? Ces questions-là n'ont pas encore de réponse. Et chaque heure qui passe est une heure de torture pour ceux qui attendent. Ce feu qui brûle au nord du Bénin ne s'éteindra pas tout seul. Il n'y a pas de vent qui viendra en venir à bout naturellement. Il faut des hommes. Il faut des moyens. Il faut une volonté politique claire et courageuse. Et surtout, il faut que le reste du pays comprenne enfin que ce qui se passe là-bas au nord n'est pas le problème de quelques villages lointains. C'est le problème de tout le Bénin. Parce que le terrorisme, une fois qu'il s'installe, ne connaît pas de frontières intérieures. Il avance. Il s'étend. Et si on ne l'arrête pas là-haut, il descendra. Et ce jour-là, il sera trop tard pour regretter de n'avoir rien fait quand il en était encore temps. Imaginez un soldat. Il est là, debout, au milieu d'une forêt dense du nord du Bénin. Autour de lui, il n'y a pas de route goudronnée, pas d'hôpital à proximité, pas de réseau téléphonique pour appeler des renforts. Il n'y a que les arbres, l'obscurité et l'ennemi qu'il ne voit pas, mais qu'il sait présent. Cet homme, il ne se bat pas avec les mêmes armes que ceux qui le combattent. Il ne bénéficie pas des mêmes ressources. Il n'a pas les mêmes moyens. Et pourtant, il tient. Il tient parce qu'il n'a pas le choix. Parce que derrière lui, il y a son pays. Et il a juré de le défendre.
Mais voici la vérité que personne ne veut dire à voix haute. Ces soldats se battent seuls, trop seuls, dans des conditions qui rendraient n'importe quel expert militaire mal à l'aise. Le nord du Bénin, et particulièrement la zone de Karimama, est l'une des régions les plus enclavées du pays. Les routes sont mauvaises ou inexistantes. Les distances sont immenses. Quand une attaque survient, les secours mettent un temps précieux à arriver. Et dans une embuscade terroriste, chaque minute compte. Chaque minute qui passe sans renfort, c'est une minute de plus où des hommes meurent sans aide, sans soutien, sans que personne ne puisse rien faire pour eux. Et ce n'est pas tout. Ces zones frontalières du Nord sont des espaces que les terroristes exploitent avec une intelligence froide et calculée. Ils connaissent parfaitement la porosité des frontières entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Ils savent exactement où passer pour ne pas être vus. Ils savent où se cacher après une attaque. Ils utilisent les forêts, les parcs naturels, les zones rurales peu peuplées comme des bases arrières où ils se reposent, se réorganisent et préparent la prochaine frappe. Pendant ce temps, nos soldats doivent surveiller des centaines de kilomètres de frontières avec des moyens qui ne sont clairement pas suffisants face à une menace aussi mobile et aussi organisée. Parlons aussi des populations civiles qui vivent dans ces zones. Ces hommes et ces femmes du nord du Bénin qui se lèvent chaque matin sans savoir si la journée se passera bien. Des agriculteurs qui n'osent plus aller dans leurs champs par peur d'une attaque. Des familles qui dorment avec la peur au ventre. Des enfants qui grandissent dans un climat d'insécurité permanente qui marque les esprits et brise les enfances. Ces populations, elles n'ont pas choisi d'être au cœur de cette guerre. Elles sont là parce que c'est leur terre, leur histoire, leur maison. Et elles ont le droit d'y vivre en sécurité comme n'importe quel autre citoyen béninois. Mais aujourd'hui, ce droit fondamental leur est refusé. Et personne ne semble crier assez fort pour qu'on les entende. Il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait que ces régions du Nord soient les plus exposées aux dangers et pourtant parmi les moins dotées en infrastructures et en ressources. Comme si leur éloignement géographique se traduisait aussi par un éloignement de l'attention politique et des investissements nécessaires. Comme si, parce qu'ils sont loin de Cotonou, leur problème était aussi loin des priorités nationales. Cette logique, si elle existe, est non seulement injuste, mais dangereuse. Parce qu'un pays ne peut pas se permettre d'avoir des zones entières où l'État est absent ou presque absent. Ces vides-là, les terroristes les remplissent. Ils s'y installent. Ils y recrutent. Ils y prospèrent. Ce nord du Bénin mérite mieux que d'être une zone sacrifiée. Ces soldats qui y meurent méritent mieux que de tomber dans l'indifférence. Ces populations qui y vivent méritent mieux que d'être oubliées dès que les caméras s'éteignent. La sécurité n'est pas un luxe réservé aux grandes villes. C'est un droit pour chaque Béninois, qu'il vive à Cotonou, à Parakou ou à Karimama. Et tant que ce droit ne sera pas garanti de manière égale pour tous, le Bénin ne pourra pas prétendre avoir vraiment gagné cette guerre contre le terrorisme. On ne gagne pas une guerre en abandonnant ses soldats sur le terrain. On la gagne en les soutenant, en les équipant, en les accompagnant jusqu'à la victoire. Le département d'État américain l'a dit clairement, officiellement, noir sur blanc. Il déconseille formellement à ses ressortissants de voyager au nord du Bénin. Il cite le terrorisme, les enlèvements, la criminalité armée. Il nomme précisément les zones frontalières du nord, les parcs Pendjari et W, proches du Niger et du Burkina Faso. Ce n'est pas un blogueur anonyme qui a écrit ça. Ce n'est pas une rumeur qui circule sur WhatsApp. Ce n'est pas une fake news inventée par des ennemis du Bénin. C'est le gouvernement de la première puissance mondiale qui a jugé la situation au nord du Bénin suffisamment dangereuse pour avertir officiellement ses propres citoyens de ne pas s'y rendre. Des gens qui n'ont aucune raison de mentir,
Des gens qui ont des agents sur le terrain, des satellites, des réseaux de renseignement parmi les plus puissants du monde. Allez sur Google, tapez département d'État américain, sécurité, Bénin. Vous verrez vous-même. La preuve est là, elle est publique, elle est accessible à tous. Alors posons la question simplement. Si les Américains savent que le nord du Bénin est dangereux, comment se fait-il que certains ici fassent encore semblant que tout va bien? Comment se fait-il qu'on puisse encore minimiser, relativiser, ou pire, nier une réalité que le monde entier reconnaît déjà? Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette situation. L'étranger voit le danger, l'étranger le documente, l'étranger avertit ses citoyens, et pendant ce temps, on continue de regarder ailleurs. On continue de parler d'autre chose. Comme si reconnaître le problème était une faiblesse nationale. Comme si nommer la maladie était plus dangereux que la maladie elle-même. Mais ça ne marche pas comme ça. Fermer les yeux ne fait pas disparaître le danger. Ça lui laisse juste plus de temps pour s'installer. Ce n'est pas seulement les États-Unis. D'autres pays occidentaux ont émis des avertissements similaires concernant le nord du Bénin. La France, le Royaume-Uni, l'Union européenne. Ces pays ont tous des services de renseignement sophistiqués. Ils ont des ambassades sur place, ils ont des agents qui surveillent la situation en temps réel et analysent chaque incident, chaque attaque, chaque mouvement de groupes armés. Et leurs conclusions convergent toutes vers le même constat sans appel. Le nord du Bénin est devenu une zone à risque élevé, où la menace terroriste est réelle, documentée et en progression constante. Ce consensus international n'est pas le fruit d'une conspiration contre le Bénin. Ce n'est pas une tentative de déstabiliser un pays qui se développe. C'est simplement le reflet d'une réalité que les faits confirment chaque semaine avec de nouvelles attaques, de nouvelles victimes, de nouveaux deuils. Mais il y a quelque chose de encore plus révélateur dans tout ça. Ces avertissements de voyage ont un impact économique direct sur le Bénin. Les touristes ne viennent plus. Les investisseurs hésitent. Les partenaires internationaux regardent la situation avec une inquiétude croissante. Le parc de la Pendjari, qui était l'une des fiertés touristiques du Bénin, l'un des derniers grands parcs d'Afrique de l'Ouest où on pouvait encore observer des lions en liberté, ce parc magnifique est aujourd'hui déconseillé aux visiteurs étrangers. C'est une perte immense pour le pays. Une perte économique bien sûr, mais aussi une perte d'image, une perte de rayonnement, une perte de cette fierté que chaque Béninois devrait ressentir en parlant des richesses naturelles de son pays. Le monde entier le sait, et il est temps que nous le sachions aussi. Pas pour nous décourager, pas pour baisser les bras face à une situation difficile, mais pour avoir enfin une conversation honnête, courageuse et nécessaire sur ce qui se passe réellement au nord du Bénin. Une conversation sans langue de bois, sans discours rassurant qui ne rassure plus personne. Une conversation où on regarde les chiffres en face, où on écoute les familles des soldats tombés, où on entend vraiment les populations du Nord qui vivent cette insécurité au quotidien depuis trop longtemps. Reconnaître un problème, ce n'est pas une faiblesse. C'est la première étape indispensable pour le résoudre. Et le Bénin a toutes les ressources, toute l'intelligence collective, toute la résilience nécessaire pour faire face. Mais pour ça, il faut d'abord avoir le courage de regarder la vérité en face, même quand elle fait mal. Surtout quand elle fait mal. Pendant que des mères pleuraient leur fils tombé à Karimama, pendant que des enfants apprenaient que leur père ne reviendrait plus jamais, pendant que des veuves essayaient de trouver les mots pour expliquer l'inexplicable à leurs petits, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose de laid. Quelque chose de honteux. Sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Facebook, des gens ricanaient. Des Africains. Des gens qui partagent la même histoire, le même continent, le même sang que ces soldats tombés. Et ils ricanaient. Ils commentaient avec joie. Ils se délectaient de la douleur d'un peuple frère comme si la mort de 15 Béninois était une bonne nouvelle pour eux. Comme si le malheur du voisin était un spectacle dont il fallait profiter. Comment en est-on arrivé là ?
Comment un être humain peut-il regarder la mort de 15 soldats et trouver ça drôle ? Comment peut-on avoir si peu d'humanité qu'on se réjouit du deuil d'une nation entière ? Ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question de frontières ou de rivalité entre pays. C'est une question d'âme. Une question fondamentale sur ce que nous sommes devenus en tant qu'Africains. Sur ce que nous avons perdu quelque part en chemin. Cette solidarité naturelle, cette fraternité instinctive que nos ancêtres pratiquaient sans même y réfléchir, où est-elle passée ? Qu'est-ce qui nous a rendus si froids, si durs, si capables de nous réjouir de la souffrance de nos propres frères ? Il y a un paradoxe qui devrait nous faire honte collectivement. Ces mêmes personnes qui rigolent face aux morts béninois sont souvent les premières à verser des larmes sincères quand une tragédie frappe quelque part en Europe ou en Amérique. Ils partagent. Ils mettent des drapeaux étrangers sur leurs photos de profil. Ils écrivent de longs messages de compassion pour des victimes qu'ils ne connaissent pas et qui vivent à des milliers de kilomètres de chez eux. Mais quand c'est un soldat africain qui tombe, quand c'est une famille béninoise qui pleure, quand c'est notre propre continent qui saigne, ils rigolent. Ou ils se taisent. Ce deux poids deux mesures-là n'est pas anodin. Il révèle quelque chose de profond et de douloureux sur la façon dont certains Africains se perçoivent eux-mêmes et perçoivent leurs frères. Les psychologues appellent ça l'aliénation mentale. C'est quand quelqu'un a tellement intériorisé l'idée que ce qui vient de chez lui a moins de valeur que ce qui vient d'ailleurs, qu'il finit par appliquer cette logique même à la vie humaine. La vie d'un occidental vaut plus. La douleur d'un occidental mérite plus de compassion. Et la mort d'un Africain, même d'un soldat mort au combat pour protéger son pays, ça ne mérite pas vraiment qu'on s'arrête. Cette façon de penser, c'est le poison le plus dangereux qui ronge l'Afrique de l'intérieur. Pas les terroristes, pas la pauvreté, pas les mauvais gouvernements. C'est cette haine de soi déguisée en indifférence. Cette incapacité à s'aimer suffisamment pour pleurer ensemble quand l'un d'entre nous tombe. Et pourtant, l'espoir existe. Parce que pour chaque voix qui ricane, il y en a d'autres qui s'élèvent. Des voix qui disent non. Des voix qui refusent cette logique de division et de mépris. Des voix qui rappellent que nous sommes un seul et même peuple, que nos frontières sont des héritages coloniaux qui ne devraient jamais nous empêcher de nous sentir frères. Le Bénin va surmonter cette épreuve. Pas parce que le chemin sera facile, mais parce que ce peuple a une résilience extraordinaire. Tôt ou tard, comme le disent les sages, l'enfant dira non au terrorisme. Tôt ou tard, nous vaincrons. Si ce n'est pas nous, ce seront nos enfants. Mais pour y arriver, il faut commencer par retrouver notre âme africaine. Cette âme qui unit, qui console, qui relève. Cette âme qui dit à son frère tombé « Je suis là, tu n'es pas seul, nous allons nous en sortir ensemble ».